20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à tous. Voici pas l'édition, les titres, c'est tout de suite. Affaire Mbayang Diop, Alioune Tine parle d'une nouvelle forme d'esclavage dans les pays arabes, une traite qui doit cesser selon le directeur exécutif d'Amnesty International pour le bureau de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Alioune Tine s'est exprimé en marge d'une marche initiée par des organisations de la société civile pour demander la libération immédiate de 13 militants anti-esclavagistes arrêtés en Mauritanie dans le cadre d'une manifestation. Tchaoulène sous les eaux, les autorités compatissent. Le maire de Rufisque, Daouda Niang, plaide pour plus de célérité dans la mise en œuvre du Dakar Gate qui serait selon lui la solution pour parer aux inondations. Macky Sall met en garde les ministres qui font des promesses surréalistes aux syndicalistes. Le chef de l'État s'exprimait à l'occasion du lancement du recensement général des entreprises et sa déclaration coïncide justement avec la décision d'une quinzaine de centrales syndicales d'organiser un sit-in pour déplorer la répartition d'une enveloppe de 300 millions au mouvement syndical. Les détails dans un instant. Le dossier du jour rapporte des éclairages sur la crise qui sévit au sein du Parti socialiste. Amadou Deme, membre du bureau politique, et Ibrahima Bahoum, journaliste de profession, se prononcent. Leurs avis avant la fin de ce journal. Et puis l'invité du 20h est Jean-Paul Dias, président du bloc des centristes gaïnés. Il est interrogé par Papis Diaw. Une interview que vous pourrez suivre tout de suite après ce journal. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Mbayang Diop est une victime parmi tant d'autres et toute l'Afrique doit faire bloc pour faire cesser plutôt les agissements de l'Arabie Saoudite. Déclaration d'Alioune Tine qui s'insurge contre cette nouvelle forme d'esclavage. Alioune Tine qui a toutefois salué les manifestations organisées pour la libération de notre compatriote Mbayang Diop. Nous l'écoutons au micro de Pape Faraning. Mbayang ne doit pas être exécuté. Mbayang doit être libéré. C'est un problème également qui ressemble un peu beaucoup aux formes contemporaines de l'esclavage. Ah oui, ça existe dans un certain nombre de pays, c'est reconnu, Amnesty International l'a fait, en Arabie Saoudite comme au Qatar. Même effectivement, les cadres de plus haut niveau vivent la même chose. Vous arrivez, on vous confisque votre passeport, et puis après on ne respecte pas les lois, les accords qui vous lient. Et également, on tente effectivement de vous exploiter de toutes les manières. Et les femmes en sont victimes. Mbayang est une victime, elle doit être libérée et elle doit revenir ici au Sénégal. Elle n'a pas à être exécutée. Et nous pensons que le gouvernement sénégalais et les gouvernements africains vont être extrêmement fermes par rapport à l'Arabie Saoudite et par rapport à l'exploitation des travailleurs et des travailleuses qui sont en Arabie Saoudite. Alioune Tine, que vous venez de voir sur ces images, s'exprimer après l'arrestation de 13 militants anti-esclavagistes, membres de l'IRA, Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. L'IRA, justement, et les organisations de la société civile sénégalaise veulent la libération immédiate de ces 13 militants anti-esclavagistes. Les Mauritaniens en ont profité pour dénoncer les conditions des Noirs en République islamique de Mauritanie. Ils étaient en sit-in cet après-midi à la place de l'Obélisque. Que Pape Faraning et Modou Diop y ont assisté. Reportage. Toutes ces personnes de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste sont en prison suite à une manifestation. Elles étaient menacées d'exclusion car la ville préparait le sommet de la Ligue arabe. L'IRA et les sociétés civiles sénégalaises exigent leur libération. Pour demander aux autorités mauritaniennes la libération immédiate et sans condition des militants anti-esclavagistes en détention depuis le 30 juin 2016. Aucun de ces 13 militants n'a organisé ni participé à la manifestation. Pourtant, ils sont jugés pour flagrant délit. Dont le seul crime, et c'est ça le paradoxe, c'est de travailler à l'éradication de ce crime abominable, de ce crime contre l'humanité qu'est l'esclavage. Alors, il faut que le gouvernement mauritanien ait un comportement qui soit cohérent. Ces manifestants dénoncent aussi l'attitude du gouvernement à restreindre toutes les libertés. La Mauritanie a récemment adopté une loi qui définit l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Plutôt que de réprimer les militants anti-esclavagistes,
Les autorités devraient les encourager dans leur mission. Où il existe encore l'esclavage, le racisme d'État. Aujourd'hui, moi qui vous parle, on ne peut rien avoir en Mauritanie. On ne peut même pas avoir du travail si on termine nos études. Nos enfants sont partout aux États-Unis et on ne fait même pas 5 millions d'habitants. Une occasion pour l'IRA de dénoncer aussi les maltraitances que subissent les Noirs en Mauritanie. On est marginalisé en Mauritanie. Que notre mouvement défend l'esclavage depuis 2008. Nos militants sont harcelés, sont arrêtés, sont frappés. En plus de 13 militants anti-esclavagistes, d'autres activistes mauritaniens ont été arrêtés ce mercredi, jour du procès devant le tribunal. Je vous l'annonçais en titre, Tchaoulène sous les eaux. Les habitants ont été surpris par le débordement des eaux de mer. Ils sont inquiets et craignent la situation de l'année dernière. Ils demandent pour cela le renforcement de la digue. Leurs propos sont recueillis par nos correspondants dans la banlieue. Salif Sow, Asmalik Diop. Chaque année, c'est la même chose, pas de solution. Même en priant dans la mosquée, nous avons peur. Le barrage ne peut plus arrêter l'eau. Il faut le renforcer. L'eau surmonte le barrage. Tchaoulène commence à s'inquiéter. Il faut évacuer les eaux. C'est sûr que l'eau va inonder les maisons. Puis elle va arriver jusqu'à la route nationale. C'est vraiment difficile. 2007. Voilà, vous venez de le voir, furie des vagues à Tchaoulène. Sachez que le maire de la ville d'Aoudagnan compatit auprès des populations. Il estime que le salut réside dans la mise en œuvre du projet Dakar Gate. Nous n'excluons pas d'y revenir dans nos prochaines éditions. Et puis, même constat à Rufisque Nord. Les habitants subissent les affres de l'hivernage. La municipalité tente de les soulager à travers une opération hivernale. Elle indexe par ailleurs l'autoroute à péage, mais aussi les canaux de drainage des eaux pluviales dont les constructions tardent à être livrées. Ousseynou Thiam et Beradiane. Le ciel n'a pas encore totalement ouvert ses vannes, mais l'inquiétude s'installe déjà chez les populations et les élus de Rufisque Nord. Dans cette partie de la vieille ville, plusieurs quartiers restent toujours prisonniers des eaux pluviales. Les autorités de la commune du Nord continuent d'indexer l'autoroute à péage. J'ai dit que l'autoroute à péage a été vraiment une très belle œuvre, mais aussi qui nous a causé aussi vraiment aussi d'énormément problèmes, surtout sur les inondations, parce que l'autoroute a été surélevée et en dessous de l'autoroute ils ont creusé des bûches, de ce fait que toutes les eaux qui viennent des Niayes viennent se déverser sur la commune de Rufisque Nord. Et aussi que comme aussi on n'a pas d'infrastructure comme par exemple les canaux. Pour soulager les populations, l'État a entamé la construction de 2 canaux, mais des exécutoires qui restent toujours à l'état de chantier. Les 2 canaux qui étaient en train de construire depuis 2012 n'ont pas encore été achevés. Je peux dire le canal de l'Est et le canal de Dar Rahman qui est au point mort. Bientôt, ça fait bientôt un an que nous souhaiterons que vraiment que l'État du Sénégal nous aide vraiment à terminer ce canal. Dans l'attente de l'achèvement des travaux de ces canaux, les élus et les populations de Rufisque Nord devront encore prendre leur mal en patience. Et à Saint-Louis également, les inondations après les fortes pluies qui se sont abattues dernièrement dans la ville. Plusieurs maisons ont été envahies par les eaux usées. En visite dans plusieurs quartiers, le directeur général de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement du Sénégal, déplore le comportement de certains riverains. Ces derniers jetteraient des pneus et ordures ménagères dans le réseau. À cela s'ajoute le branchement clandestin sur le réseau des eaux pluviales. Résultat, des sommations seront envoyées aux concernés, selon Alioune Diop, pour les inviter justement à arrêter immédiatement son comportement, sans quoi ils seront tout simplement sanctionnés. Ousseynou Diop et Habib Sek.
Depuis le début de l'hivernage, des maisons ont été envahies par les eaux usées à Saint-Louis. Le directeur général de l'Office national du Sénégal, Alioune Diop, a visité les quartiers concernés à Pikine, Eau-Claire, Bas-Sénégal, Djamena et Sordaga. Sur place, il a constaté que cela est favorisé par le comportement de certaines populations qui ont déversé les eaux usées dans les réseaux pluviaux. Mais ce qu'il faut dire, ce ne sont pas des eaux pluviales qui ont envahi les maisons. C'est vraiment de l'eau usée que les gens ont déversée dans ces réseaux. Le directeur général de l'ONAS a aussi brandi des sanctions contre ces personnes mal intentionnées. Selon lui, elles recevront prochainement des sommations. Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires avec d'abord l'autorité territoriale. Nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires avec d'abord l'autorité territoriale, à savoir le préfet, le service d'hygiène et aussi les délégués, pour quand même arrêter tous les déversements d'eau. En visite dans les quartiers, la délégation de l'Office national du Sénégal a constaté que la ville de Saint-Louis, malgré les 42,8 mm de pluie dernièrement, n'est pas encore inondée. Cela grâce aux efforts fournis par l'État du Sénégal dans les zones jugées sensibles. De manière générale, partout où nous sommes passés, on a vu que toutes les stations sont équipées de ce minimum de 2 pompes qui permet leur fonctionnement. Le personnel est sur place, de même que tous les dispositifs pour assurer le fonctionnement correct de ces stations de pompage. Je reconnais que le curage de certaines stations n'est pas encore effectué, mais nous allons nous y atteler pour le régler dans un délai d'une dizaine de jours. Dans les prochains jours, le gouverneur de la région de Saint-Louis va convoquer un CRD sur l'assainissement des quartiers de Saint-Louis. En attendant, les populations sont appelées à respecter les codes de l'assainissement et de l'environnement pour éviter de perturber le réseau de l'Office national du Sénégal. À la une de l'actualité également, le chef de l'État qui met en garde les ministres qui font des promesses irréalisables aux syndicalistes. Il invite par ailleurs le mouvement syndical à faire bénéficier à la base les subventions et autres avantages qu'il perçoit. Le chef de l'État s'exprimait en marge du lancement du recensement général des entreprises. Nous l'écoutons au micro de Asmalik Diop et Salif Sow. Je n'ai pas de problème avec les travailleurs. Je connais la fibre sociale. J'ai milité même dans des syndicats. Ce que je n'accepterai plus, c'est ce qui a été érigé en règle. Une minorité qui dirige un syndicat, qui crie afin que le président l'entende pour ensuite s'accaparer de tous les appuis venant de l'État et laisser en rade la grande masse. Il faut mettre fin à cela. J'ai instruit à mon gouvernement, au ministre, de ne plus prendre d'engagement vis-à-vis de certains syndicats. Il faut élargir les largesses de l'État à tout le monde, à tous les acteurs. Et ce recensement permettra au gouvernement de mieux les encadrer et de les appuyer. Et nous restons avec le chef de l'État qui a invité par ailleurs les artisans et autres acteurs du secteur informel à s'approprier le recensement général des entreprises. Et pour cause, ce recensement destiné à faciliter la répartition des financements va impacter positivement sur l'amélioration de leur productivité. Nous l'écoutons toujours avec nos correspondants Salif Sow et Asmalik Diop. J'ai à présent le plaisir de lancer officiellement le recensement général des entreprises au Sénégal en invitant tous les acteurs à réserver le meilleur accueil aux agents chargés de la collecte de données. Et je vois que sur le terrain, ils ont beaucoup de difficultés. Si la base de calcul, comme le dit le directeur général, est l'année 1999, ça veut dire que nous avons tout faux. C'est évident. 1999, quelle était la structure de l'économie du Sénégal? Quel était le budget de l'État? Moins de 600 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à presque 3300 milliards. La population, elle est de combien aujourd'hui? Donc, il est urgent de changer les bases de calcul de notre PIB, mais également les bases de calcul de l'évolution de la croissance économique. Nous avons, dans la même logique, réalisé pour la première fois une enquête nationale sur l'emploi au Sénégal.
Parlons à présent de cette quinzaine de centrales syndicales réunies autour d'un front syndical autonome. Le FSA a dénoncé la répartition de 300 millions alloués aux centrales syndicales. Elles accusent ces centrales, le ministre du Travail, Mansour Sy, de détournement. Ces organisations syndicales comptent saisir le chef de l'État et organiser un sit-in devant les locaux du ministère du Travail pour se faire entendre si rien n'est fait. Fatou Bintou Conté. La répartition de la subvention a lieu aux centrales syndicales commence à faire grincer des dents. 15 centrales syndicales accusent le ministre du Travail, Mansour Sy, de détournement de 300 millions au profit de 4 centrales syndicales. Et ce qui s'est passé est une forfaiture. Parce que de quoi s'agit-il? Il s'agit de fonds publics votés à l'Assemblée nationale pour la subvention aux centrales syndicales. Je dois préciser que l'argent, ce n'est même pas 300, c'est 900 millions. Parce que c'est une première tranche de 300 millions, il y aura 600 millions. Est-ce qu'on peut accepter dans notre pays qu'on enrichisse des directions syndicales? Parce que c'est à cela que ça ressemble. Donc Mansour Sy, qu'il se le tienne pour dit, il n'y aura pas de répit. Nous connaissons ces méthodes et je vous assure, nous tirons la sonnette d'alarme. Mais nous allons aller très loin. Très remonté contre le ministre de tutelle, ces organisations syndicales s'indignent que Mansour Sy, jusque-là, n'a pas encore publié l'arrêté portant répartition de ces fonds. Est-ce que vous avez vu un arrêté portant clé de répartition de la subvention? Vous ne l'avez pas vu? Nous savons, et nous le disons, qu'il y a un parfum de rétrocommission. Ce front syndical autonome, FSA, met en garde leur ministre Mansour Sy. Ces syndicats comptent saisir le président de la République Macky Sall. Une plainte contre le gouvernement du Sénégal auprès du BIT est aussi prévue dans leur plan d'action. Nous allons saisir le président de la République immédiatement pour qu'on règle ce problème. Parce que nous ne pouvons pas accepter que l'argent des Sénégalais serve à enrichir des syndicalistes avec qui nous n'avons aucun contentieux de toute manière. Ces 15 centrales syndicales ne comptent laisser aucun répit à Mansour Sy, leur ministre du Travail, car ils comptent le combattre pour rentrer dans leurs droits. Parlons santé à présent. Yexina, c'est un nouveau programme de distribution de médicaments conduit par la PNA, la Pharmacie nationale d'approvisionnement. Il vise 76 districts sanitaires et 1247 postes de santé dans 11 régions du pays. Cette nouvelle stratégie de distribution permettra de lutter contre la prolifération des médicaments de la rue, selon la directrice de la PNA qui était en conférence de presse. Fatima Ba y a assisté, compte rendu. Le ministère de la Santé lance une nouvelle stratégie de distribution de médicaments dénommée Yexina. Le programme est conduit par la Pharmacie nationale d'approvisionnement. Il vise toutes les structures sanitaires publiques. Les 76 districts sanitaires et les 1247 postes de santé. Nous allons le faire avec environ 50 produits jusqu'en fin décembre et 118 produits à partir de janvier. Cette distribution jusqu'au coin le plus reculé du pays permettra également de lutter contre les médicaments de la rue. Sécurisation, oui, parce qu'à partir de Djegesina et de Yexina, la PNA a l'entière maîtrise de la chaîne d'approvisionnement des médicaments. Et ça, c'est vraiment une des solutions majeures pour éviter les dérapages des médicaments de la rue. Le rôle des collectivités locales est important dans ce programme. Dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, ces collectivités ont un rôle important à jouer dans le renforcement du système de santé, notamment les dotations, les fonds de dotation qui doivent servir, dont une partie doit servir à l'achat des médicaments, donc à renforcer les points de prestation, mais également, ces fonds doivent également participer à la réhabilitation des infrastructures. Les régions de Sédhiou, Kédougou et Kaffrine ne disposent pas de pharmacie régionale d'approvisionnement, mais la directrice de la PNA rassure, le lancement est prévu ce jeudi à Mbao.
605 milliards. Ce sont là les recettes attendues, les recettes douanières attendues pour cette année 2016. L'administration des douanes compte sur le ticket libératoire, mais aussi sur le système gainé pour relever les défis, simplifier les paiements liés au dédouanement. La douane qui sera appuyée dans son projet par le secteur privé dans un nouveau programme d'interconnexion, lequel a été dévoilé d'ailleurs en séminaire de partage sur les plateformes informatiques douanières. Maïmouna Ndiaye et Diafar Abba pour le compte-rendu de ce séminaire. Administration des douanes, secteur privé ou simple usager, autour d'une table. Le défi de l'heure, passer à une informatisation intégrale. Nous allons vers la dématérialisation intégrale. Nous avons beaucoup de chantiers relativement à l'informatique, à l'utilisation de l'informatique. Donc, je pense qu'il est nécessaire parfois de marquer une petite pause de partage pour que tous les acteurs et usagers, en tout cas de la chaîne douanière, puissent parler le même langage. Ce nouveau système passe forcément par l'unification des paiements, d'où le ticket libératoire. Ça va être les acteurs, ça va être les banquiers, ça va être les assurances, ça va être les consignataires, c'est tous ceux qui sont en tout cas interpellés sur les paiements de quelque nature que ce soit relativement aux opérations de douane. Le secteur privé parmi les usagers compte appuyer une enveloppe de 3,5 milliards pour assurer l'interconnexion. Un projet sur 3 ans. Ces directions vont échanger en temps réel des données. Cela permettra naturellement d'augmenter les recettes fiscales, mais également de pousser les entreprises à se formaliser. Le projet est d'un coût global de 3,5 milliards sur 3 ans, financé par le FAD et naturellement une contrepartie de l'État du Sénégal. Gain intégral, ticket libératoire, administration des douanes et secteur privé se sont donné la main pour simplifier les paiements, lutter efficacement contre la fraude. La douane qui a profité justement de ce séminaire pour répondre à la menace des transporteurs. Le directeur général Papa Ousmane Gueye a affirmé que les véhicules immobilisés par son corps n'étaient pas en règle et pour preuve, il a affirmé qu'un des fraudeurs s'est acquitté d'une amende de 20 millions. Nous l'écoutons toujours au micro de Maïmouna Ndiaye. Il n'y a pas de négociation, c'est des gens qui ne dépendent pas des douanes. Je voudrais vous rappeler qu'ils ont déposé une plateforme de 27 points. Sur les 27 points, il y a un seul point qui concerne les douanes. Ils lèvent les déclarations de transit. Ils sont dispensés d'escorte. Au lieu que ces marchandises se retrouvent dans les bureaux de sortie, ces marchandises se retrouvent dans des villes de l'intérieur avec de fausses plaques d'immatriculation. Les douanes, quand même, en utilisant le service de renseignement, arrivent à débusquer cette fraude. Et nous sévissons. Voilà de quoi il s'agit. Et comme le disait le chanteur, aujourd'hui, il est de bon augure de porter presse. C'est que tous les problèmes, les gens vont à la presse pour le régler. Mais ceux qui sont pris sont en train de payer. Pas plus tard que hier, nous avons pris quelqu'un qui a trafiqué 3 bus et il a payé 20 millions à Dakar extérieur. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème sur ce terrain-là. C'est l'éternel jeu du chat et de la souris. Il y a des fraudeurs que nous prenons, que nous verbalisons conformément aux textes et aux lois et règlements qui organisent notre travail. Renforcement de la protection nationale, plus de casernes de sapeurs-pompiers au niveau des 45 départements. La promesse du nouveau commandant de la brigade nationale va assurer plus de sécurité aux Sénégalais. Les casernes seront mieux équipées, la logistique, je vous le disais tout de suite, renforcée. Déclaration faite lors de la cérémonie de prise de commandement du nouveau commandant à la caserne Malick Sy. Le général de brigade en a profité pour lancer un appel à la vigilance par rapport aux accidents de la rue, mais aussi des noyades. Aïssatou Paye, Modou Diop. Général de brigade Victor Tine, nouveau commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Pour le nouvel entrant, des objectifs bien précis, une feuille de route à dérouler. De couvrir l'ensemble des départements du Sénégal en caserne sapeurs-pompiers. Donc chaque département doit avoir une caserne de sapeurs-pompiers. À 45 départements du Sénégal, nous avons 14 à peu près qui n'ont pas encore de caserne sapeurs-pompiers.
en 2 ans, 2015-2016, 11 nouvelles casernes ont été créées. Donc, nous avons un déficit de 14 pour être au rendez-vous, en tout cas pour répondre à l'objectif que les autorités ont défini. L'objectif, une projection est faite d'ici l'année 2007 pour rehausser les effectifs. Une hausse des cas d'accidents et des cas de noyades notée en 2016. Le nouveau commandant appelle à la vigilance. J'ai vu passer très récemment, montre quand même une hausse dans certains domaines, notamment les accidents. Nous voyons ici dans notre pays, il y a beaucoup d'accidents et ce n'est pas, la courbe ne fléchit pas. Encore à faire en termes de sensibilisation et même de formation des conducteurs. Ceci étant, du point de vue des accidents liés au cas de noyade, je crois que là également, il y a encore des efforts à faire. Si tout le monde se met à la tâche, notamment les parents, les jeunes, les associations, je pense que nous pourrons, avec l'appui de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, essayer de limiter les dégâts. Sécurité pour tous, un concept que le commandant compte bien respecter. À l'horizon 2017, 45 casernes vont être érigées dans les 45 départements concernés, promet le général de brigade Victor Tine. Focus à présent sur une collecte annuelle dont bénéficie le Dara de Koki. Les recettes issues de cette collecte aident à porter les différentes charges du Dara. Le Dara, pour rappel, accueille plus de 3500 talibés. L'association des sortants appelle les gouvernants à s'inspirer du modèle de Koki pour lutter contre la mendicité des enfants. Aminata Mbarisso nous en dit plus dans ce reportage. C'est un Dara situé dans la région de Louga. Plus de 3600 talibés y suivent l'enseignement coranique. Koki, un Dara particulier où la mendicité est encadrée. Et créé en 1939 jusqu'à 2016, Koki ne connaît pas la mendicité telle qu'on la pratique dans nos capitales régionales, à Dakar ou ailleurs. La quête de l'argent, ça on ne connaît pas ça à Koki. La forme de mendicité qu'on connaît à Koki, c'est la quête de nourriture. Plus de 3600 talibés, pourtant, le Dara arrive quand même à supporter ses charges quotidiennes. Voyelle l'a dit tout à l'heure, rien que la facture d'électricité, la dernière facture, c'est à peu près 2 600 000 francs. Vous voyez, ça c'est une facture lourde et tout est gratuit. L'élève ne paye absolument rien. Koki, un exemple à suivre pour régler définitivement la mendicité des talibés, selon l'association des sortants de Koki. L'État peut accompagner, l'État peut soutenir les Dara. Mais les populations aussi doivent contribuer, doivent participer à la solution de cette question. La cérémonie officielle de remise des dons collectés est prévue ce dimanche 7 juillet. Des dons constitués d'argent, de denrées alimentaires, mais également de médicaments. Je vous l'annonçais en titre, le dossier du jour concerne la crise qui sévit au Parti socialiste. Mais avant d'y venir, cette déclaration d'Abdoulaye Wilane, selon le maire de Kaffrine, ce sont les poulains de Khalifa Sall qui sèment le désordre au sein du PS. C'est donc là la conviction d'Abdoulaye Wilane qui réaffirme du reste l'ancrage du Parti socialiste au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar. Je vous propose de l'écouter au micro de Chartidiane John et d'Ambandao. Ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que nous avons un ou des maires qui, en raison de leur gestion très critiquée, très controversée et souvent fois même susceptible de les compromettre ou de les attirer devant les juridictions, cherchent à être députés. Alors, ceux-là se disent, Dakar c'est 6 ou 7 députés quand on gagne. Alors, si je suis parmi les premiers hommes, parmi les premiers garçons à se positionner autour de Khalifa, je pourrais être député. Il y a une dame qui, certes, est maire dans son terroir, mais si elle est la première responsable à bousculer, à prendre en otage, à isoler Khalifa Sall pour qu'il ait une liste aux législatives indépendante ou différente de la liste dans laquelle le parti officiellement s'engagera, pourrait avoir, avec la majorité ou avec l'hypothétique victoire à Dakar, il pourrait avoir un groupe parlementaire. C'est ça le discours. On ne se décrète pas ni se proclame président de la République.
Le Parti socialiste en proie à la discorde avec d'une part les pro-Khalifa Sall et de l'autre les partisans d'Ousmane Tanor Dieng de la veille d'Amadou Dème, membre du bureau politique du PS. Le leadership d'Ousmane Tanor Dieng est indéniable. Toutefois, le consensus devra prévaloir si les socialistes veulent éviter l'explosion de leur formation politique. C'est là la position de l'analyste Ibrahim Bahoum et tous deux se sont exprimés dans le dossier du jour. Il est signé Mambiram Diouf. Khalifa Sall, en qui bon nombre de socialistes ont confiance, sur qui ils ont fait leur choix pour porter les couleurs du Parti socialiste à la présidentielle de 2019. Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du parti, indemne de tout reproche selon ses souteneurs, et qui conduit le navire à bon port des prises de position qu'analyse notre observateur, le journaliste Ibrahim Bahoum. Ceux qui doutent de la volonté de la direction de revenir au pouvoir, évidemment, veulent se positionner comme étant la ressource dont le PS a aujourd'hui besoin pour revenir, pour rebondir. Tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. La discipline de parti a jusqu'à maintenant guidé la démarche de tout le monde, mais arrive un moment où évidemment les contradictions s'exacerbent. Je pense que c'est le contexte dans lequel nous sommes. Peut-être que ceci est juste une crise, je dis peut-être une crise passagère. Je ne pense pas qu'il y ait une dualité entre Ousmane Tanor Dieng et Khalifa Sall. Ousmane Tanor Dieng est le secrétaire général du parti. Il a été élu démocratiquement en 2014 par l'ensemble des 138 coordinations du parti. Malik Noël Seck, lui, rappelle qu'il a été exclu du Parti socialiste pour avoir demandé la destitution d'Ousmane Tanor Dieng. En manifestant son soutien à Bamba Fall et compagnie, il n'a pas varié dans ses positions. Ce que j'appelle injustice, c'est le fait qu'un parti tel que le Parti socialiste, avec toute l'histoire qu'on lui connaît, n'aurait pas dû être vendu aux enchères comme il l'a été. Mais qu'il a vendu aux enchères, c'est sa tête. C'est son secrétaire général pour avoir d'abord... C'est légitime aujourd'hui le combat que mène Bamba Fall. Mais absolument, c'est un combat légitime. Je crois qu'un parti tel que le Parti socialiste doit avoir de l'ambition, doit avoir plus d'ambition que d'être à la tête du Haut Conseil des collectivités locales. Oui, je pense que c'est des personnes qui n'ont pas compris beaucoup de choses. Donc, parce que le parti a des textes, le parti a un règlement, nous avons des structures, nous avons également des méthodes de désignation d'un candidat à une élection présidentielle. Le bureau politique de samedi passé, 71 camarades ont pris la parole. Les 68 pensent que la logique voudrait qu'on aille dans le cadre du Benno. Je ne le conçois pas sous forme d'intérêt. Je pense que nous sommes dans un gouvernement, donc avec le président Macky Sall et d'autres partis dans le cadre d'un gouvernement de coalition. Et je pense que ce serait une erreur de rompre cette dynamique. Si malgré tout, chacun reste sur ses positions en disant une question d'ego, oui, il n'y a pas de raison que je suive l'autre, ou il n'y a pas de raison que je renonce à ce que je fais de manière rigide comme ça, oui, dans ce cas, on irait vers la cassure du PS et toutes les composantes ne pourront pas continuer à porter le nom du PS. Dans ce cas, il y en aura une forcément parmi ces partis qui ne portera plus le nom du PS. Aux deux camps, cet ancien du Parti socialiste dit ceci. Li xew ci Parti socialiste tey dañ koy mettitlu di ko ñaawlu. Ce qui se passe au Parti socialiste est regrettable. Les deux hommes ne devaient pas en arriver à ce stade. Rien ne justifie à diriger sans s'accaparer du parti. Khalifa Sall, lui, il doit être modéré et respecter la discipline du Parti socialiste. Khalifa modéré ay ambition moom itam am discipline moo ki ñi mu àndal. Au sein de l'opinion, c'est aussi un débat passionnant. ñoom Bamba ak ñoom Khalifa dañu jóg pour dundalaat parti bi quoi. Bamba Fall et compagnie ont raison. Le Parti socialiste doit reconquérir le pouvoir. yoon bi ñu jël nii mooy yoon bi nga xamante ni yoon bu baax la daal. dëgg la ñu nekk dañu nekk seen dëgg. Khalifa Sall peut bel et bien diriger le parti et secondé par Aïssata Tall Sall. Leur combat est juste. Nous avons beaucoup de présidentiables, donc beaucoup de camarades qui sont présidentiables. Je parle de Khalifa, vous parlez de Khalifa, mais moi je parle de Serigne Mbaye Thiam, je parle de Mamadou Faye, donc je parle du camarade Ousmane Tanor Dieng, et je parle d'Ameth Bengue Ndiaye, d'autres camarades. Nous rendons grâce d'abord à Dieu. Les pro-Tanor d'un côté, les pro-Khalifa Sall de l'autre, au sein de la famille socialiste, l'on ne fredonne toujours pas la même chanson. Mambiram Diouf, merci. Juste avant de nous intéresser à l'actualité hors de chez nous, sachez que la passation de service entre Madame Seynabou Ndiaye Diakhaté et Madame Nafingom Keïta aura lieu ce vendredi 5 août à partir de 10h au siège de l'OFNAC.
Actualité internationale à présent, c'est en 4 titres. Le crash d'un Boeing 777 de la compagnie aérienne Emirates à Dubaï, les obsèques du père Hamel, le prêtre français assassiné par des djihadistes dans son église, la nomination d'un nouveau Premier ministre en Tunisie, mais d'abord les législatives en Afrique du Sud ce mercredi avec l'ANC, le parti au pouvoir qui pourrait perdre de grandes villes dont Pretoria, la capitale. Daniel Diouf pour le récit. Près de 26 millions d'électeurs sud-africains se sont rendus dans les urnes ce mercredi pour des élections municipales. Un scrutin à haut risque pour l'ANC, le parti au pouvoir qui pourrait perdre de grandes villes comme la capitale Pretoria, Johannesburg et Port Elizabeth selon des sondages. C'est surtout à Port Elizabeth que l'opposition a le plus de chances de remporter le scrutin. Dans cette ville, le chômage bat des records, 36% contre 26% au niveau national. C'est officialisé, le président Béji Caïd Essebsi de la Tunisie a nommé ce mercredi Youssef Chahed au poste de Premier ministre. Il est chargé de former le prochain gouvernement d'union nationale. Youssef Chahed, ex-ministre des Affaires locales, remplace ainsi Habib Essi, désavoué par le Parlement samedi dernier au cours d'un vote de défiance. Il a été reproché à l'ex-premier ministre son incapacité à faire face aux défis sécuritaires dus aux attaques terroristes en Tunisie et la persistance de la crise économique. La France entière a accompagné le père Hamel à sa dernière demeure mardi. La cérémonie des obsèques a eu lieu en début d'après-midi à la cathédrale de Rouen, une semaine après son assassinat dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est en présence de nombreux fidèles et du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. C'est l'archevêque de Rouen qui a célébré la cérémonie. Pour rappel, le père Hamel, âgé de 85 ans, a été égorgé alors qu'il célébrait une messe matinale par 2 djihadistes de 19 ans qui se réclamaient de l'organisation État islamique. Enfin, un Boeing 777 de la compagnie Emirates en provenance de l'Inde s'est écrasé mercredi à l'atterrissage à l'aéroport international de Dubaï. Les 282 passagers et les 18 membres de l'équipage sont sortis vivants. Ils doivent leur salut à la rapidité et à l'efficacité des secours. C'est le 2e avion d'Emirates à frôler la catastrophe dans la semaine. Mardi, un Boeing à destination des Maldives a fait un atterrissage d'urgence à Bombay pour défaillance technique. La page des sports que nous ouvrons avec l'édition Sargal Foot 2016, la cérémonie de récompense des acteurs du football professionnel prévue ce samedi 6 août au Grand Théâtre de Dakar. La liste des nominés a été dévoilée ce mercredi par la Ligue sénégalaise de football professionnel, la LSFP, qui annonce par ailleurs qu'une grande fête est prévue pour l'occasion. Compte rendu signé Chersadi Boudjara, Adiatala et Younous Diatta. Les nominés pour le titre de meilleur joueur et entraîneur de la Ligue 1 et 2 de Sargal Foot 2016 sont connus. Des choix de la Ligue sénégalaise du football professionnel en collaboration avec une vingtaine de journalistes sportifs. Ligue 1, pour le titre de meilleur joueur, ils sont 3. Il y a Damgué de Djambar, Pape Imnouba de Djaraf et Hugo Chouan Nouantoukou de Guédioué FC. Pour la Ligue 1, c'est Aboubakarine Sall de Tenguet FC. C'est Aliou Sall, toujours de Tenguet FC, Aliou Ba de Tenguet FC et Mohamed Sissé de Yogo. Le L1, c'est Alimal, c'est Youssou Dabo et Djilali Barloul de la Linguère. Youssou Dabo, il est de Guédioué FC. Ligue 2, il y a Hassan Fall de Kébé, de Marguerite de Kébémer, il y a Moustapha Sek de Tenguet FC. Et il y a Djibi Fall de Génération Foot. Il est vrai que l'appréciation est toujours subjective, comme je le disais tout à l'heure. C'est pourquoi, dans un souci de transparence, nous avons laissé, messieurs les journalistes, nous donner la liste des nominés. 25 millions de francs CFA, c'est le budget du Sargal Foot de cette année. La LSFP va célébrer tous les acteurs du football à travers une grande fête. Nous avons invité beaucoup de personnalités. Nous avons invité aussi des personnalités du football, du monde sportif. Parce que c'est un peu la fête du football, c'est la fête aussi du sport, afin qu'ensemble nous puissions célébrer les lauréats. Moi je pense que c'est comme une école, hein, quand à la fin de l'année les gens vont en vacances, donc il faut primer les meilleurs élèves. Sargal Foot 2016, c'est ce samedi 6 août au Grand Théâtre. La cérémonie est prévue à partir de 21h.
fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue comme d'habitude sur votre site www.igfm.